Bonjour, merci de nous retrouver pour la succession de débats qui concernent évidemment l'élection de vos députés. Cette fois-ci, direction les Pyrénées-Orientales, la deuxième circonscription de ce département, une circonscription qui prend le trait de côte autour des communes notamment de Canet, qui remonte après dans les vignes du côté de Mory. Donc une circonscription à la fois très périurbaine mais aussi avec des problématiques rurales. 4 candidats en plateau pour nous parler des enjeux sur ce territoire. Tout d'abord, Marie-Pierre Sadourny. Bonjour madame. Vous êtes la candidate du Parti socialiste, vous êtes conseillère départementale et vous êtes également salariée pour votre vie active. De l'autre côté, monsieur Ciré, bonjour. Bonjour. Ferdinand Ciré, vous êtes le député sortant, vous êtes soutenu par les Républicains, le centre l'UDI, et vous êtes médecin. De l'autre côté, Louis Alliot. Bonjour, monsieur Alliot. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes conseiller municipal de Perpignan. Évidemment, vous êtes un des responsables du Front National, puisque vous concourez sous cette bannière pour cette élection. Et de l'autre côté, Christine Espert. Bonjour, madame. Vous êtes soutenue par monsieur Macron, La République En Marche, et dans le civil, vous êtes ingénieur dans l'environnement, en environnement. Voilà. Le tirage au sort vous a désigné pour prendre la parole. Qu'est-ce que vous défendez devant les électeurs pour cette élection législative ? Moi, je défends l'idée que j'ai toujours défendue. Je suis une femme de la droite et du centre. Et j'ai toujours trouvé absolument insupportable le camp contre camp. Parce qu'on était de droite, il fallait dire que les gens de gauche disaient des choses bêtes. Et l'inverse étant vrai, quand on était de gauche, il fallait dire que les gens de droite disaient des choses bêtes. J'ai toujours pensé qu'on pouvait construire un espace central où des gens de gauche et des gens de droite pouvaient travailler ensemble sur un projet partagé. François Bayrou, que j'ai suivi en 2007, a posé la première pierre de la construction de cet axe central. Emmanuel Macron le met en œuvre. Des gens qui ont des valeurs différentes, de droite et de gauche, sont capables de se rassembler. Et se rassembler pourquoi ? Pour redonner la fierté à la France à parler au monde. Emmanuel Macron l'a montré hier soir sur la décision, suite à la décision de Donald Trump sur de retrait de l'accord de Paris. Puis deuxième chose, c'est pour améliorer le quotidien des Français. Il est urgent d'améliorer le quotidien des Français, tant sur les questions de pouvoir d'achat que d'emploi, que d'éducation et de formation d'une manière générale, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Madame Sadourny, vous qui êtes pour le Parti socialiste, vous êtes une candidate de gauche ou ça va au-delà sur les valeurs que vous voulez mettre en avant dans cette campagne ? Je suis bien sûr avant tout une candidate du Parti socialiste, donc je suis avant tout socialiste, mais pour autant, nous ne vivons pas en vase clos. Il est important justement, à travers cette campagne, de remettre en avant la noblesse, la politique, les lettres de noblesse à la politique, justement de travailler avec tout le monde, pour tout le monde. Et je suis assez prenant dans le sens où il faut justement que les hommes et les femmes qui rencontrent des difficultés se rendent compte que justement c'est par la politique qu'on peut changer les choses. Louis Alliot, on va regarder les résultats du premier tour sur le territoire de cette circonscription. Un territoire où Marine Le Pen est arrivée en tête avec 34,20% des voix. C'est un territoire qui, a priori, vous est plutôt, pas facilement en tous les cas, où il y a un intérêt pour les électeurs. Sauf que l'élection présidentielle, ce ne sont pas les élections législatives. C'est deux élections bien différentes, ce que ne relèvent pas d'ailleurs les observateurs. Mais il faut regarder aussi par le passé cette circonscription et le département des Pyrénées-Orientales, qui est un département en progression pour nous. Depuis les dernières départementales, nous avons fait 35, au régional 42 et maintenant au présidentiel 47. Donc c'est le département qu'il faut regarder avec sa spécificité. Il est l'un des départements les plus pauvres de France. Et de ce point de vue-là, je crois que les politiques qui ont gouverné ce territoire depuis longtemps sont responsables d'un certain nombre de problèmes dont on parlera sûrement. Et c'est pour cela d'ailleurs que je sillonne la circonscription pour évoquer ces problèmes en particulier. Le programme est le même aujourd'hui que pour la présidentielle ou est-ce qu'il y a des modifications ? Vous l'avez changé ? Non, et puis c'est un département rural, donc nous parlons ruralité. C'est un département avec une bande littorale où des problèmes se posent spécifiques au littoral. Et puis il y a une partie, vous avez oublié tout à l'heure, une partie de Perpignan, et pas la moindre, le Haut-Vernay, où là il y a des problèmes assez graves qui se posent. Et j'espère que nous en parlerons, d'insécurité ou de communautarisme qu'il faudra évoquer pendant la campagne et que nous évoquons. Ferdinand Ciré, quels sont les grands thèmes que vous portez, vous, dans cette campagne, au nom des Républicains et de l'UDI ? Mais si vous voulez, moi j'ai toujours été un homme de centre droit puisque j'étais médecin, donc humaniste. Donc je me suis engagé, non pas en politique d'emblée, je fais mon métier. Puis pendant 20 ans, je me suis occupé des professions libérales, des professions de santé. J'étais président de plusieurs associations humanitaires, associations d'aménagement. Et donc ensuite, je me suis mis 20 ans de politique, donc j'ai été adjoint au maire, conseiller général, député, et j'ai continué quand même mon métier de médecin pendant 40 ans.
Donc je fais partie de la société civile, de la société libérale et puis de la société politique. Donc je connais tous ces problèmes et j'ai voulu m'investir après avoir appris, et j'apprends toujours, parce que le médecin apprend toujours, m'investir pour me rendre utile pour mes concitoyens. Et le message que vous voulez adresser aujourd'hui aux électeurs à partir des propositions de M. Barouin, quel est-il ce message? Sur quoi vous voulez insister, vous, en tant que candidat de ces deux partis? M. Barouin, il parle de politique nationale. Moi, la politique nationale, c'est un peu particulier. Moi, je suis plutôt pour une politique locale. Et puis, au niveau national, on essaye d'adapter la politique nationale à ce qui se passe localement. Notre département est très particulier. Il est éloigné. Problème de transport, problème d'activité. On a autant de chômeurs que la Réunion ou la Guadeloupe. Donc, notre problème, c'est très particulier. Notre agriculture est en déclin. Et donc, on a un problème spécifique. Et moi, je pense que je suis le mieux placé pour ces problèmes spécifiques, puisque j'y suis né et je les ai affrontés pendant toute ma vie. Alors, on va justement parler des dossiers locaux. Alors, quelles sont les priorités que vous voulez manifester sur le territoire? Peut-être Madame Esper. Alors moi, sur ce territoire-là, la priorité des priorités, c'est la question de l'emploi. C'est un territoire qui est effectivement sinistré sur les questions d'emploi, de précarité. Effectivement, sur certains quartiers de Perpignan, de la circonscription, on a des niveaux on a un taux de pauvreté qui peut dépasser les 60%, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, un chômage des jeunes qui est autour de 37% sur le département, un état des lieux absolument catastrophique. Ce que je veux porter, effectivement, je soutiendrai de toutes mes forces le projet d'Emmanuel Macron qui permettra de répondre aux enjeux de l'emploi en donnant un certain nombre de leviers aux chefs d'entreprise, en allégeant les charges pour permettre à l'économie de se redresser, de repartir. Moi, ce que je veux défendre localement, il y a 3 grands piliers. Les 2 premiers sont les 2 piliers économiques de la circonscription, le tourisme, l'agriculture. Tourisme, je défendrai, en tout cas, j'améliorerai les protections aujourd'hui pour les responsables d'établissements, hôteliers, face à la concurrence aujourd'hui déloyale de plateformes style Airbnb, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de protéger, il y a besoin d'encadrer un peu tout ça. Et puis aussi, je participerai aussi à soutenir toutes les dispositions qui participeront à l'investissement, à la montée en gamme de l'offre touristique de notre territoire. Sur la question agricole, et là c'est le pilier, laissez-moi encore juste un peu de temps parce que c'est vraiment le pilier de notre circonscription. Ça sera vraiment de toutes mes forces à participer à ce que, en termes de foncier, en termes de charges, en termes de distorsion de concurrence, on a aujourd'hui une crise sur l'abricot qui est très importante. Et le 3e point, ce sera sur les questions de dépendance. Et je soutiendrai de toutes mes forces qu'on améliore toutes les questions du maintien à domicile. On reprendra tout ça. Madame Sadourny, sur la question de l'emploi, vous suivez le même chemin que Madame Esper ou pas? Où il y a des différences? Bien sûr, de toute façon, l'emploi, c'est la priorité. Oui, l'emploi, mais sur la manière d'y aller. C'est pas suffisant. Moi, par contre, on parle de départements pauvres. Moi, ce que je sais, c'est que dans cette circonscription, 80% de l'économie y vit. Et c'est vrai, vous avez parlé de la façade maritime, vous avez parlé de Perpignan, on peut rajouter de Polygone Nord, où il y a donc 600 entreprises, on peut parler plein de l'aéroport, de CEMOI qui vient de s'installer récemment avec 266 emplois, 150 postes. C'est une circonscription qui est un poumon économique. Par contre, ce qui est important, c'est quand on parle d'emploi, c'est dire, mais comment justement on arrive à fédérer toutes ces entreprises pour justement apporter un souffle et que ça puisse irriguer tout le département. C'est vrai qu'à travers ça, il y a bien sûr l'agriculture, la viticulture, et on est fiers justement dans ce territoire de travailler le vin et de le travailler puisque nous arrivons avec de bonne qualité, et c'est vrai que nos vins sont reconnus, mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Agriculture, viticulture, économie dont par l'emploi, et puis une façade maritime qui est importante, avec des ports, les ports de Saint-Cyprien, qui est l'un des 3e ports au niveau européen, le port de Plaisance, le port de Barcarès et le port en devenir de Sainte-Marie et de Canet. Donc on a un potentiel. Dire que ce département est pauvre, c'est pas suffisant. Il faut y mettre les moyens pour justement fédérer tout ça et qu'on arrive dans une synergie pour justement que tout le territoire puisse être irrigué. Sur l'emploi, comment on va le chercher? Comment on crée l'emploi, monsieur Alliot? D'abord, vous disiez quelle est la priorité? Lutter contre le sentiment d'abandon. Voilà, moi j'ai été frappé quand vous sillonnez la circonscription, vous montez dans les Fenouillèdes ou que vous allez dans les quartiers de Perpignan, où j'étais hier, dans le Haut-Vernay, les gens se sentent abandonnés. Abandonnés de l'État, abandonnés des élus du département, par exemple, abandonnés de tous ceux qui ont en charge précisément le quotidien de ces habitants. C'est valable pour les agriculteurs, laissés à la concurrence déloyale, mais presque mondiale aujourd'hui, de l'Europe sans limite. Les viticulteurs, qui ont manifesté la semaine dernière au Boulou, précisément pour lutter contre cette concurrence déloyale. Les abricots.
et qui était hier encore en train de déverser les producteurs devant les grandes surfaces. Et là, il y a matière à faire pour limiter les grandes surfaces dans leur politique qu'elles ont, parce que là encore, beaucoup de profit d'un côté, mais beaucoup aussi de pressurisation, on va dire, des agriculteurs et de leur pouvoir d'achat au détriment, évidemment, de la qualité de l'agriculture roussillonnaise. Et puis, en luttant, j'allais dire, contre un climat général dans cette circonscription, et notamment sur la communauté urbaine de Perpignan. On y reviendra, mais c'est vrai que là encore, rien n'est fait. Les populations se sentent à l'abandon. Et de ce point de vue-là, il faudrait un député qui remue un peu non seulement la préfecture et les services de l'État, mais aussi le conseil départemental et la région, parce que quoi qu'on en dise, et j'y reviens parce que c'est quand même quelque chose, on juge l'arbre à ses fruits. Et quand on regarde la situation dans laquelle vivent un certain nombre de populations dans ces quartiers ou dans la ruralité, eh bien on ne peut que constater qu'ils ont été abandonnés et il faut redonner vie à précisément ces territoires-là, notamment aussi, parlons-en, par la défense des services publics. On y reviendra, on va équilibrer le temps de parole. Monsieur Ciré, ce constat du député, c'est un petit peu, j'allais dire, une manière de boxer avec vous. Vous lui répondez quoi et quels sont les projets que vous voulez mettre en synergie, monsieur le député? Écoutez, moi j'y suis bien, je connais bien les problèmes. Quand j'étais à l'école, on savait qu'une grosse partie d'entre nous ne pourrait pas travailler dans notre département, surtout si on avait des diplômes. Donc il y avait l'agriculture, il y avait une petite industrie, la pêche, et puis les professions libérales qui pouvaient s'installer. Donc on était un département déjà un peu oublié par Paris, beaucoup, je dirais même, puisqu'on est le bout de la France. Donc on a un problème de communication avec le reste de la France, on a un problème d'identité avec la frontière qui est à côté, donc où les gens vont plus facilement en Espagne que les Espagnols chez nous. Donc on a une concurrence déloyale du côté de la frontière par rapport à nous, au niveau de l'agriculture, des vins, des abricots. Donc on se sent un petit peu lésé. Et les manifestations agricoles, moi quand j'étais petit, il y avait les agriculteurs vidaient déjà les trains, donc ça c'est pas un problème de maintenant. Je pense pas une raison pour l'accepter. Mais on a été un peu oubliés. Donc les gens qui se sentent massacrés, je vais vous donner un exemple. Ma femme est allée à Paris regarder mes petits-enfants. Le kilo de cerises à Paris, c'est 16 € le kilo au marché. Ici, c'est 5 €. Et donc l'agriculteur le vend 3 €, dont il y a une marge de 10-12 € qui est pris par qui? Les abricots sont vendus sur le marché à Saint-Laurent à 3,50 € et dans les commerces, 4 €. Et donc on les achète aux agriculteurs à 50 centimes. Où va la différence? Il y a quand même un problème. Donc je pense qu'il faudra essayer de le régler les marges. Ces grandes surfaces qui nous ont dévorés, puisqu'on est le département où il y a le plus de grandes surfaces en France. C'est pas normal. Il faut laisser vivre un petit peu la vie dans les villages par les petits commerces et tout cela. Alors justement, l'agriculture, comment on la dynamise? Comment on fait face à ces défis? Parce qu'effectivement, M. Ciré disait la plaine du Roussillon, c'est un poumon agricole. Justement, comment on fait pour redonner l'énergie, pour aller à nouveau être conquérant, Madame Sadourny, Madame Esper? Mais déjà, il faut déjà regarder les gens. Il faut les écouter, il faut les entendre. C'est une question de méthode aussi. C'est une question de méthode, bien sûr. Et surtout, je pense qu'être un élu, c'est s'oublier soi-même pour penser aux autres. Et je crois que c'est vrai que ce territoire, la viticulture, l'agriculture est importante et il faut justement porter ce regard. Mais porter un regard, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est justement accompagner. Et c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de terres dont sont des friches, que bien souvent, les exploitations, elles s'arrêtent. Ce qu'il faut, c'est redonner confiance. Et dans cette campagne législative, moi, ce que je veux, c'est redonner confiance à chacun, se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que justement, on peut avancer, on peut faire des choses. Les agriculteurs ont de bons produits. C'est à nous justement de les accompagner, de les aider pour qu'ils se vendent mieux. Madame Esper, sur les outils pour redonner confiance, pour prendre les termes de Madame Sadourny. Avant de répondre à votre question, sur la question des hypermarchés dans le département, Monsieur Ciré, vous étiez quand même bien placé et vous avez voté les autorisations sur le SCOT, etc., qui ont autorisé des milliers de mètres carrés de grandes surfaces dans le département. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Mais vous étiez à l'agglo, vous avez en tout cas été suffisamment bien placé pour autoriser. Très bien, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu le son de votre voix pour vous opposer à l'ensemble des autorisations qui ont été données, et Dieu sait qu'il y en a eu. Sur la question agricole, ce qu'il faut faire à un moment donné, effectivement, il y a un problème avec les grandes surfaces. Bruno Le Maire avait fait une loi qui était plutôt intéressante à l'époque, qui allait dans le sens du progrès, mais on est encore loin d'avoir réglé le problème. Il y a 2 ans, on a eu une crise de la culture de la pêche. Là, on est sur l'abricot. La récolte de la pêche s'annonce aussi compliquée. Il faut vraiment que les grandes surfaces, ça ne peut plus être la loi du plus fort.
C'est plus possible. L'agriculteur doit vivre correctement de son travail. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui ont toute une saison travaillé leurs abricotiers, qui s'étaient engagés à livrer les productions là maintenant. L'accord était passé avec les centrales d'achat, avec les fournisseurs. Quelques jours avant, les centrales d'achat décident d'aller acheter côté espagnol parce que c'est moins cher. C'est tout simplement inadmissible. Ça ne se voit nulle part ailleurs que dans le monde agricole. Il faut améliorer la contractualisation et puis il faut que les grandes surfaces et les centrales d'achat ne se sentent plus tout puissants. Et puis j'allais dire, il y a aussi le rôle des consommateurs quand même, qui aussi sont acteurs de ce qui est fait ou Monsieur Alliot, pas. sur ça. Oui, non, sur la distorsion de concurrence, le problème, il est européen. Il n'y a pas que les fruits et légumes. Hein. Je suis allé visiter une entreprise de travaux publics. Ils sont en concurrence aujourd'hui avec l'Europe entière. Et quand vous voyez que, par exemple, le département a choisi une entreprise espagnole pour faire une caserne des pompiers, il ne faut pas s'étonner ensuite que, malheureusement, les entreprises et les artisans du département se trouvent à la rue parce que, précisément, ils n'ont pas les marchés publics. Je ne parle pas des marchés publics. Mais un député national peut changer quelque chose sur ça ou pas? Je pense qu'il peut, en tout cas, alerter un certain nombre de pouvoirs, déposer des propositions de loi sur le sujet pour précisément redonner un peu de priorité, notamment dans les marchés publics, aux entreprises locales, notamment par l'utilisation de deux critères, le critère environnemental et le critère social, qui sont trop peu utilisés pour donner la priorité à ces emplois. Mais par ailleurs, sur le fait que le département soit un département éloigné, M. Ciré, je me rappelle quand même que c'est un département qui a eu à un moment donné les 4 parlementaires, les 4 députés, 2 sénateurs UMP à l'époque, et le TGV n'a jamais avancé d'1 mètre. Nous sommes quand même un département aujourd'hui on n'entend plus parler du TGV, alors que pratiquement la France est pratiquement maillée. Il reste l'axe du sud-ouest et de notre côté, qu'il va falloir accélérer. Et là, peut-être, ça fait longtemps, moi, je demande d'une union des forces politiques locales pour défendre prioritairement ce projet. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Si je suis élu député, c'est un dossier qui me touchera particulièrement. Quels sont les dossiers prioritaires aussi pour vous, M. Ciré, sur la circonscription? Sur quoi vous voulez mettre toute votre énergie? Mon énergie, c'est d'abord la reconstruction de notre département sur l'agriculture qui est complètement démolie. On voit les friches, on voit nos agriculteurs des hauts-cantons qui ne vivent pas de leurs produits, qui vivent d'aides. C'est inadmissible. Il faut que les agriculteurs vivent de leurs produits et pas des aides. Il faut repenser, comme on dit, les transports. Monsieur Alliot a raison quand on dit le TGV, mais moi, le TGV, si vous voulez, actuellement, je me suis renseigné directement. Je suis allé voir Pépi. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, le TGV, il vaut 13 milliards. Et donc, le budget du conseil régional, c'est de 2 milliards 800 millions. Donc, 2 milliards 800. Donc, quand on voit ces chiffres, on se demande comment on va le construire. Et puis, on a un peu l'esprit catalan frondeur. Quand on veut faire passer le TGV là, ils ne sont pas contents. Moi, je ne veux pas à côté là, moi, je veux là. Et on a perdu quand même 20 ans, parce qu'à l'époque, il était subventionné à 80% par l'Europe. Et donc, à force de tergiverser, de faire des études, on ne l'a pas. Et actuellement, si on l'a en 2040, ce sera bien gentil. Ce n'est pas normal, on est le relais avec l'Espagne, et on est coupé, et on fait d'autres priorités, puisqu'on a été enlevé des priorités. C'est Bordeaux qui est prioritaire, et pas nous. J'ai pointé sur les problématiques que vous souleviez, également le tourisme. Votre vision, c'est aussi un gisement d'emploi. On sait que c'est 15% de la richesse dans l'ancien Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Alors moi, il y a un projet qui existe, c'est le projet Odyssea, qui a été créé en 2007. C'est un projet qui, justement, travaille avec les touristes qui arrivent sur nos plages, sur nos ports, et justement qui les permet de faire visiter dans le territoire, le terroir, de les prendre d'où ils sont, et de les amener donc, sur tout le territoire pour la découverte, que ce soit culturelle, patrimoniale, écologique, je veux dire viticole. Et ça, c'était important. On doit justement capter ce tourisme-là. Il y a des personnes qui sont en vacances, mais certaines ont envie, une fois que la plage, on profite de la plage, ils ont envie aussi de se promener. Et c'est à nous aussi à mettre tout ça en place. On doit irriguer toute la circonscription, tout ce territoire, par des projets qui partent dans les endroits où justement la population le permet, et où l'économie la permet. Monsieur Ciré, votre vision du tourisme, Madame Espère, Monsieur Alliot pour conclure le tourisme. La vision du tourisme, c'est une richesse pour notre département. On peut encore le développer. Mais elle est trop courte. On a un tourisme de montagne, un tourisme de plage, mais trop courte. Et puis moi, j'ai fait toutes les plages de ma circonscription. Chaque fois que je rentre dans un magasin, on me dit, on n'est pas d'ici.
pas la peine de vous donner le papier. On est de Toulouse, on est de Narbonne, on est etc. Les 3/4 des propriétaires ne sont pas d'ici. Il n'y a que les employés souvent qui sont d'ici, mais pour 3 mois, 4 mois. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont au chômage. Donc on n'a pas su développer un tourisme de durée dans le temps, et puis de faire ce mélange avec la montagne et la plaine, et puis surtout que la répercussion de ces millions de touristes qui viennent sur nos plages puisse remonter pour irriguer nos cantons, leur faire visiter ces paysages qui sont magnifiques, participer vraiment à l'évolution du vin, de la vigne, goûter. On n'a pas organisé le département. Il y a des offices de tourisme qui sont concurrentiels entre l'agglo et le département, qui ne se regardent pas et qui ne travaillent pas ensemble. Il y en a assez de ces histoires de rivalité entre deux types de... Parce que les uns ont une puissance et les autres aussi. C'est pareil pour les transports, pour les autobus. Les uns ont le transport, les autres aussi. Et donc ça manque de synergie, tout ça. Ça manque de synergie, d'organisation. Mais je crois, monsieur Ciré, si vous permettez que je vous réponde, si vous permettez. Vous savez, on parle du département, de la région, bon, c'est facile, il faut trouver des boucs émissaires, il faut trouver des coupables. Mais vous savez, je crois vraiment que le rôle du député, c'est justement de mettre l'alchimie entre tous ces acteurs, la synergie entre tous ces pôles donc, qui peuvent permettre justement de développer le département et surtout de donner un poumon, une oxygénation. Et c'est ça le rôle d'un député. Il faut savoir, vous savez, chacun se bat dans son activité, les entreprises, les agriculteurs. À un moment donné, c'est vrai que tout le monde essaie de bien le faire. À un moment donné, il faut justement accompagner tout ça. Il faut les aider. Et c'est ça le rôle d'un député. Et c'est ce que je compte bien faire. Merci, madame. Le tourisme, c'est encore des gisements d'emploi possibles, etc. Pérenne ou pas du tout? C'est quand même de la précarité. Comment on peut faire pour améliorer tout ça? Oui, c'est évidemment un gisement d'emploi très très important. Hein. Un secteur de création de richesse extrêmement important. Le tourisme, on a à la fois un enjeu dans l'environnement, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une offre touristique qui se développe à tout va, il y a des enjeux environnementaux à préserver. Pour autant, on a un département de très grande qualité, une circonscription de très très grande qualité, et moi je crois beaucoup au développement de l'offre touristique. C'est la qualité de l'offre qu'on proposera qui fera venir la clientèle et qui va fidéliser un tourisme important et un tourisme varié. Effectivement, moi je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut connecter l'ensemble des territoires, l'arrière-pays et le littoral et d'avoir une offre touristique globale. Et c'est pour ça que moi, en tant que députée, ce qui est aujourd'hui gêne, on a des entrepreneurs de très grand niveau qui viennent s'installer, qui sont très innovants, qui font des choses qui vecteurs de beaucoup d'énergie, de propositions très intéressantes en termes touristiques. Ce qui manque, et c'est ce que je proposais, c'est la création d'un guichet unique pour que les entrepreneurs, pour que ceux qui veulent se lancer dans le tourisme, dans des choses innovantes, n'aient pas à faire 50 services différents, un guichet unique qui rassemble l'ensemble des partenaires et pour être dans le développement permanent d'une offre de très très grande qualité et en montée en gamme. Où a lieu sur le tourisme? Je crois que tout le monde l'a dit, hein, richesse culturelle. Hein. Nous sommes un département, une circonscription particulièrement riche. Tourisme œnologique, qui est peut-être pas assez développé. Beaucoup de producteurs commencent à se lancer, mais il faudra accompagner évidemment cette tendance avec d'excellentes productions sur ce coin du territoire. Le tourisme, on va dire, de masse balnéaire sur le littoral, avec le problème des saisonniers. Peut-être faudra-t-il proposer des contrats de travail adaptés, notamment sur les charges sociales. Beaucoup de professionnels se plaignent des charges trop élevées pour des emplois, j'allais dire, par nature précaires, puisqu'ils ne durent que quelques mois. Et peut-être faudra-t-il proposer l'absence de charges, notamment de charges patronales, pour permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir bien gagner leur vie et aux gens qui travaillent de pouvoir avoir des augmentations de salaire, parce que c'est aussi dans le tourisme que nous trouvons les salaires les plus bas. Et de ce point de vue-là, il y a tout un aspect social sur le tourisme qu'il faut développer. Et enfin, j'allais dire, sur le tourisme culturel, nous sommes dans une circonscription un peu particulière, puisqu'il y a une partie qui est de Languedoc, d'Occitan, et une partie catalane. Il faut éviter évidemment les rivalités entre les deux. Les deux sont complémentaires, les deux sont à développer. C'est par l'enracinement que nous irons demain. Et c'est pour cela, je pense, qu'il faut aider à tout ce qui fait aujourd'hui la recherche historique, culturelle et patrimoniale de la circonscription. Okay. Très rapidement, parce que le temps passe très très vite, vous avez aussi pointé les problèmes parfois de développement urbain. Quelle est votre vision là-dessus par rapport au Vernet, monsieur Alliot, madame Sadourny? On fait rapidement le tour, très rapidement avant d'aller à la conclusion. Oui, les problèmes urbains sont liés aussi à un certain nombre de problèmes qui ne se règlent pas. L'insécurité, j'étais hier à la cité Transit, cité Bélus dans le Haut-Vernay. Il faut y aller pour le croire. Hein. Et rien n'est fait. La mairie de Perpignan ne fait rien, pas plus que l'agglo d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, il faudra quand même secouer méchamment les puces du maire et du conseil municipal qui, manifestement, se laisse aller à trouver la situation tout à fait normale, sans trouver précisément la motivation nécessaire pour remettre les choses à leur place.
l'ordre républicain dans les quartiers et défendre la laïcité. Il est anormal qu'aujourd'hui, dans les écoles de la République française, sur certains quartiers, il y ait un développement du communautarisme et de priorités communautaires qui vont à l'encontre précisément de la laïcité républicaine. Madame Sadourdi, votre vision de manière de développer de manière harmonieuse tout ça. C'est vrai que M. Alliot parle donc du Auvernais, des quartiers du Auvernais. Alors moi, c'est vrai que j'y vais, c'est vrai que je les rencontre, que je les écoute et que d'abord, je trouve que ces gens, c'est vrai, ont beaucoup de dignité. Beaucoup aussi de dignité. C'est vrai que la vie est difficile. C'est vrai que leur situation, par moment, est difficile aussi. Mais malgré ça, ils ont toujours gardé le combat. Et je compte justement essayer de les accompagner au mieux. Parce que ce qu'ils veulent, ces gens, c'est un travail, bien sûr, un logement. Et c'est important aussi qu'il puisse y avoir une dignité sur le logement. Il est important aussi que les structures, les offices puissent permettre à ces gens de vivre dignement. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout révolutionner en 5 minutes. C'est vrai que ce ne sont que des paroles. Mais déjà, on a parlé de termes abandonnés. Déjà, si ces quartiers, on les reconnaît, on regarde ces visages, ces visages de ces hommes et ces femmes qui, bien sûr, qui veulent vivre et veulent être heureux. Je pense que là, déjà, on a fait un premier pas et on trouvera les solutions pour que ça change pour eux. Madame Esper, justement, sur votre vision du développement urbain, des équilibres à trouver. Évidemment, le quartier du Auvernais est un quartier difficile, qui connaît beaucoup de difficultés. Mais moi, j'y suis pas que pendant la campagne sur ce quartier, puisque c'est le quartier de mes commerçants. Il y a des petits commerçants qui sont absolument formidables, qui ont un rôle social dans ce quartier qui n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'ils amènent en termes d'humanité dans un quartier extrêmement difficile, extrêmement mixé avec les problèmes que vous soulevez, Monsieur Alliot. Et là-dessus, je ne bouge pas d'un centimètre sur que doit être le cadre de la République française. Et effectivement, la République n'est pas passivité, la démocratie doit tenir bon là-dessus. Et en tout cas, c'est un de mes axes politiques. Ce que je tenais à dire aussi quand même, on parle beaucoup de ce quartier pendant les campagnes. Moi, j'y vais tous les week-ends pour me fournir chez mes commerçants. Mais c'est moi aussi qui étais la première, avec le mouvement L'Olivier, à dénoncer, et j'en ai entendu aucun de ceux qui sont présents ici, la privatisation du parking de l'hôpital, qui est dans ce quartier aussi. La privatisation du parking de l'hôpital, c'est symboliquement profondément injuste. Symboliquement profondément injuste. Et j'en ai entendu la voix de personne d'autre ici à cette table. Peut-être 10 secondes sur ça, et M. Siré. Moi, Madame Esper, vous savez, je me suis beaucoup retenue, mais je vais vous répondre. Vous êtes la seule à faire vos courses au Auvernais. Vous êtes la seule à connaître l'Auvernais. J'ai pas dit que j'étais la seule. Non, mais Madame Sadourdi, ne soyez pas de mauvaise. J'ai pas dit que j'étais la seule. Je dis que je n'y allais pas que pendant la campagne. J'y suis allée. Écoutez, madame, ne me faites pas de leçons à nous, de direction. Quand du MoDem, on passe à l'Olivier et qu'on passe à la marche. Alors, s'il vous plaît. Non, mais Madame Sadourdi, allez jusqu'au bout de votre réflexion politique. Moi, cette élection législative est une élection qui est importante. Pas tellement d'échanges entre nous, parce qu'il est important qu'on puisse prendre vraiment l'ampleur de cette circonscription, qu'on puisse travailler pour ces hommes et ces femmes. On n'est pas là pour se jeter la pierre. Non, mais Madame Sadourdi. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que tous ces habitants, que ce soit les cités de Perpignan, vous avez parlé de quartiers difficiles, que ce soit la Glie, que ce soit le Fenouillet, de la Salangue ou la Côte, que justement on puisse on puisse regarder ces gens, on puisse les écouter et on puisse l'associer à ce projet de vie. Monsieur Alliot, sur le parking. Oui, sur la privatisation, Mme Esper, elle est un peu Siré, en contradiction avec le mouvement qu'elle représente désormais. La privatisation du parking, il n'y a pas que ça. La privatisation de tout le stationnement désormais à Perpignan et des contraventions sur le territoire que les gens qui nous regardent savent maintenant, c'est une entreprise privée qui va collecter les PV de stationnement et qui va gérer le stationnement à Perpignan, ce qui est proprement inadmissible. Mais ça, c'est la vision, je vais dire, ultralibérale, l'ubérisation, chère à M. Macron. Et d'ailleurs, hier, j'étais au Congrès national des taxis qui se tenait à Rivesaltes, où les taxis, les artisans, les VSL sont en train de vivre une révolution. Ils sont très inquiets parce que précisément, cette ubérisation de ce service-là va créer un certain nombre de dérèglements et notamment au préjudice de ceux qui en souffrent. Il faut conclure. 10 secondes parce que vous êtes mise en cause et M. Siré, il faut qu'il parle. Allez-y, Madame Esper, l'ubérisation, etc. Vous répondez quoi, M. Alliot? Ah non, mais ça, je sais que c'est la caricature qu'on fait d'Emmanuel Macron, la mondialisation, pas du tout. En tout cas, moi, il y a des choses, effectivement, je ne serais peut-être pas toujours d'accord avec Emmanuel Macron, mais j'ai une liberté de ton et je l'ai déjà dit. Il ne faudrait pas que vous soyez d'accord que pendant la campagne législative. Ah, mais il n'y a pas de risque, ni d'accord, ni pas d'accord. Et en tout cas, quand les sujets me semblent injustes, je saurais le dire et je saurais les défendre. En tout cas, le sujet des taxis est un sujet. Le sujet de l'hôpital de Perpignan et de la privatisation de son parking, c'est encore un autre sujet. Et merci, voilà. Madame. Monsieur Siré, votre manière de voir le développement urbain. Moi, étant depuis toujours, et j'ai travaillé à l'hôpital de Perpignan,
En fait, le problème, il est de l'organisation territoriale de notre département. On a déversé sur le nord toutes les populations dont on ne voulait pas. On les a concentrées avec une adaptation difficile. Toute la richesse s'est mise vers le sud et vers Canet, vers les plages. Et là, que ce soit de Pia ou Vernet, eh bien, on a concentré des populations qui ont eu des difficultés pour s'intégrer et les autres populations dont elles se fréquentent ne se rencontrent pas, elles ne se parlent pas. Et donc, il y a des problèmes. L'hôpital de Perpignan, depuis toujours, j'étais contre l'implantation, la réimplantation de l'hôpital au même endroit, parce que c'est l'endroit coincé. Et je pense qu'il fallait déplacer l'hôpital. C'était prévu à l'époque avec Claude Barat, qui était député. On devait le déplacer. Moi, j'étais vice-président de l'hôpital. Et donc, on devait le déplacer et le mettre vers l'aéroport, parce que maintenant, tout le monde y va en voiture, on ne va pas à l'hôpital à pied. Et donc là, on aurait profité de redynamiser cette zone avec un parc de loisirs, des nouvelles habitations, faire repenser tout le quartier, si vous voulez. Donc, en fait, repenser quand des erreurs ont été faites, en particulier des erreurs aussi de vouloir revitaliser le quartier de la gare. On a fait une gare pour un TGV où les TGV ne peuvent pas s'arrêter. Parce que s'ils s'arrêtent, ils vont perdre demi-heure en tout sur un trajet de 3h30. Il y a des erreurs qui ont été faites sur ce département. J'en suis conscient. Je me suis toujours opposé. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à repenser autrement notre ville. Merci beaucoup, monsieur. On va regarder les autres candidats à la palette graphique. On rappelle que le premier tour a lieu le 11 juin, le deuxième le 18, et qu'il faut obtenir 12,50% des inscrits pour se qualifier pour le second tour, donc une semaine après. Comme vous le savez, la règle ici, c'est une conclusion qui est donnée à nos invités. Le tirage au sort a désigné Mme Esper, qui représente La République En Marche, monsieur Macron, dans ce débat. Moi, je veux dire ici, en conclusion, qu'il est important qu'Emmanuel Macron ait une majorité large, et je souhaite aussi que la circonscription, la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, donne un député de La République En Marche à Emmanuel Macron. Parce que c'est autant de leviers, autant de capacités qu'on aura à mobiliser, à aller chercher sur les plans d'investissement qui sont prévus. Je saurai en tout cas défendre avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, le programme d'Emmanuel Macron qui va déverrouiller aujourd'hui un certain nombre de points de blocage. Les archaïsmes, les conservatismes, un certain nombre de difficultés vont être devant nous. On ne peut pas dire que demain tout va être réglé. Mais en tout cas, j'ai la force, j'ai l'énergie, j'ai la détermination de le faire, et de la détermination de le faire parce qu'on doit réussir. Ce n'est pas la réussite pour Emmanuel Macron, ni même pour moi. C'est la réussite pour tous, pour ne laisser personne au bord du chemin, et en particulier sur cette circonscription. Merci madame. Marie-Pierre Sardouni, la candidate du Parti socialiste. Alors, vous savez, je pense que l'enjeu de ces législatives, ce n'est pas la majorité absolue à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il faut avoir des députés qui représentent les Français, des députés qui soient près de chaque habitant, près de chaque problématique de l'habitant, pour justement vivre avec eux et les protéger. À travers ça, c'est vrai que je ne serai pas une députée qui... Moi, je veux construire. Et c'est sûr qu'Emmanuel Macron a besoin de réussir, parce que s'il réussit, on va tous réussir. Pour autant, je serai une députée, donc bien sûr, avec beaucoup je souhaite que je serai constructive, je serai vigilante, parce que je pense qu'avant tout, être députée, c'est un, aimer les gens, deux, s'intéresser à eux. Et dans cette campagne, je l'ai dit au début, c'est vrai que les repères sont perdus, les gens ont besoin de confiance, on a besoin des élus, la bienveillance des élus, pour justement protéger, accompagner, et surtout que chacun, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune, puisse se trouver actif ou retraité dans cette campagne, dans cette action d'un député, mais les perspectives pour l'avenir. Merci, docteur Siré, candidat républicain, UDI. Voilà, donc député sortant, écoutez, j'ai été classé par le journal Capital comme le député ayant le plus travaillé par rapport aux 3 autres députés qui étaient de la majorité. Ah, mais c'est le Capital qui l'a classé, c'est pas moi. Hein, donc si vous voulez, moi, je suis le seul candidat désigné par la droite et le centre officiellement. Je connais cette circonscription que je parcours depuis 7 ans. Des Fenouillades de Littoral, de la Plaine à la vallée de la Glie, j'en connais tous les atouts, mais aussi les faiblesses. Et donc, j'ai toujours été à l'écoute de tout le monde, disponible, et je n'ai jamais démérité, et j'ai beaucoup travaillé. C'est avec ténacité que depuis 2012, je défends la moralisation de la vie politique, qui semble actuellement à la mode, et alors que j'ai déposé 3 projets de loi pour cette moralisation, d'ailleurs passé au dernier gouvernement il y a 4 mois. Et je serais assuré que c'est avec cette même énergie que je vais m'engager, porter le projet pour mon département. Ma priorité sera de mettre un terme aux inégalités qui fracturent notre circonscription, accès au débit, accès aux soins, accès au transport, accès au développement économique, au logement et au pouvoir d'achat. Donc je m'engage à être fidèle à mes valeurs, à mes convictions, de voter
pour le gouvernement quand il proposera des lois utiles à mon département et à la France, et de voter contre quand je considérerai que ce n'est pas utile du tout. Merci, monsieur Siré. Monsieur Alliot. Écoutez, moi je pense qu'il faut simplement un avocat pour ce territoire, parce que beaucoup de populations sont dans un désarroi total, oubliées, il faut s'en occuper. Je pense qu'il ne servira à rien de donner un énième député au président de la République, qui aura manifestement une majorité absolue. Il ne servira à rien non plus de redonner, j'allais dire, un mandat aux Républicains et à l'UDI, qui ont démontré par le passé, lorsqu'ils étaient au gouvernement, qu'ils n'ont pas fait plus hier. Comment il faudrait plus demain? Je pense qu'il faut réellement changer de politique, changer le visage de ceux qui font de la politique dans cette circonscription et dans ce département demain. Et c'est pour cela, je crois, que j'aborde cette élection législative dans la 2e circonscription avec l'espoir que mes concitoyens reconnaîtront le changement et la volonté de changement. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'être venus depuis Montpellier, à Montpellier, depuis Perpignan pour ce débat. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des plannings chargés. Merci beaucoup et bon retour donc en terre catalane. À bientôt sur la 3.